Bonjour, bienvenue sur sudouest.fr et TVPI pour ce débat d'entre-deux tours sur les enjeux des élections municipales à Biarritz. Nous devions recevoir les trois candidats en lice qui avaient accepté notre invitation, mais comme vous le voyez, Serge Blanco est absent. Il a déclaré forfait au dernier moment et n'est pas représenté. Il invoque dans un communiqué que, je cite, « Cette campagne devient un spectacle qui abîme notre ville » et que, dans ce contexte, je cite encore, il ne participait à aucun débat. J'avoue au nom de Sud-Ouest que notre surprise et notre incompréhension, mais c'est son choix. Et comme nos confrères d'ici Pays Basque, nous avons naturellement maintenu ce débat, qui est un exercice démocratique habituel pendant les élections. Il se transforme ainsi en face-à-face entre Maïder Arostegui et Anna Escoura, qui, elles, honorent bien leur invitation et je les en remercie. Rappelons que le deuxième tour se déroule dimanche 22 mars avec des bureaux ouverts de 8h à 18h et que tout le monde espère une participation plus forte que les 57% observés à Biarritz dimanche dernier. Pour animer ce débat à mes côtés, Véronique Fourcade, qui suit de près cette campagne et l'actualité biarrote. Véronique, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter les candidats et les résultats du premier tour à Biarritz de dimanche dernier? Donc, Maïder Arostegui, maire sortante, arrivée en deuxième position avec 26,6% des voix. Vous repartez sans alliance pour ce deuxième tour. Anna Escoura, tête de liste Biarritz-Péry, arrivée troisième avec un score de 17,82 pour être précis. Et vous avez été rejointe par Guillaume Baru, qui a recueilli, lui, 12,16% des suffrages. Le grand absent de ce débat, Serge Blanco, est arrivé en tête avec 12 voix, soit 26,68% des suffrages exprimés. Sa liste a fusionné avec celle de Jean-Baptiste Dussault-Solaralde, qui apporte ses 13,11%. Merci Véronique. On le voit, il ne manque pas d'enseignements à tirer de ce premier tour. Je rappelle que nous sommes ensemble pour 52 minutes, au cours de laquelle vous bénéficiez de l'équité en termes de temps de parole. Et donc sans Serge Blanco, qui, dans son communiqué qu'il nous a envoyé, avait demandé à ce qu'on lise son communiqué, mais il n'y a pas de raison de le faire puisque tout a été dit. On a bien compris qu'il ne souhaitait pas participer. Alors, on commence avec vous, Maïder Arostegui, justement, par rapport à cette actualité du jour, on va dire, que vous inspire cette attitude du favori et ce forfait de dernière minute. Alors depuis ce matin et depuis que la nouvelle est officielle de l'absence de Serge Blanco à ces débats, beaucoup de biarros m'interpellent en me disant leur indignation et combien ils sont choqués de cette absence de participation au débat. Ce refus de participer au débat démocratique est extrêmement inquiétant de la part de quelqu'un qui se disait missionné d'une mission en faveur de la ville. Être novice en politique, c'est apprendre à prendre des coups, à répondre aux critiques, à défendre son programme. Et quoi de mieux qu'un débat démocratique dans lequel tous les candidats sont invités. Et je tiens à vous remercier parce qu'on a eu peu de temps de parole, même s'il y a eu des débats. Et c'est donc le cinquième débat maintenant, pardon, le quatrième, auquel Serge Blanco se dérobe. Donc c'est extrêmement inquiétant et moi j'appelle l'ensemble des électeurs biarros à considérer cette fuite en avant comme une incapacité à pouvoir gérer une ville comme Biarritz. Anna Escoura, un commentaire sur cet épisode? Alors écoutez, moi hier soir quand j'ai appris l'absence des débats de ce matin de Serge Blanco, j'étais tout d'abord très en colère parce que c'est vrai que je ne trouve pas ça respectueux vis-à-vis, bon, déjà d'une part des médias évidemment, mais aussi vis-à-vis des candidates que nous sommes, Madame Arostegui et moi, qui nous étions préparées aussi à débattre ensemble à trois et qui, en plein milieu de la nuit, apprenons l'absence de Monsieur Blanco. Ce matin, en me réveillant, je peux vous dire que je suis aussi en tant que citoyenne extrêmement inquiète, puisque quand on est un candidat et que l'on brigue la mairie de Biarritz et d'une ville comme Biarritz, il faut être en capacité de débattre, en capacité de gérer les oppositions, l'adversité. La question que je me pose aujourd'hui, c'est comment imaginer une personne qui se dérobe comme ça, en capacité d'aller convaincre, porter des dossiers à l'agglomération Pays Basque, porter des dossiers à la région, dans les ministères. C'est vraiment la question que je me pose devant vous. Et je me dis que les biarros doivent se la poser aussi et reconsidérer très certainement leur vote, si leur vote était en faveur de Serge Blanco dimanche prochain.
Merci. Alors, on va arrêter de parler de Serge Blanco, puisqu'il n'est pas là, tant pis pour lui. Et revenir donc sur les résultats de dimanche dernier. Maïdera Rostegui, vous vous attendiez à une concurrence aussi féroce? Oui, je m'y attendais parce que cette campagne des municipales, qui reste en général locale avec quelques éclairages national, est devenue une affaire nationale. Tous les grands médias, y compris les médias people comme Paris Match, se sont emparés de la campagne et ont répondu à cette starisation du candidat Serge Blanco, nous mettant sur un pied d'égalité avec l'ensemble des autres candidats. Et je trouve qu'effectivement, je m'attendais à ce que les fans de Serge Blanco se réveillent. Je ne sais pas faire la part des choses entre les électeurs et les fans, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un fan club et non pas des électeurs qui ont fait un choix. En tout cas, les événements de ce matin et l'absence de participation au débat, j'espère, va donner une raison un autre éclairage, en tout cas, sur sa capacité à pouvoir gérer une ville comme Biarritz. Vous imaginiez quand même qu'il vous... Alors, on entendait hein, que ça allait être un match des favoris entre Serge Blanco et vous. Vous imaginiez qu'il soit si proche de vous? Alors, je me suis jamais projetée dans des calculs. Je sais que dans mon équipe, il y a des gens qui adorent faire ça et des additions, des soustractions. Voilà, les journalistes aussi. Voilà, moi, c'est pas mon truc. Moi, je sens plutôt les choses à travers ce que j'entends, à travers mes rencontres avec les Biarros. Et c'est vrai qu'on avait entendu une sorte d'effet blast, d'effet waouh en décembre avec la candidature de Serge. Il me semblait que cet effet waouh était en train de sévèrement dégonfler. En tout cas, presque 800 électeurs de plus qu'en 2020 m'ont fait confiance. C'est vrai que je suis à 12 voix derrière, donc c'est quelque chose qui peut se rattraper. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut débattre, il faut présenter les projets, même ceux des absents, parce que son bulletin de vote sera sur tous les bureaux de vote dimanche prochain. Donc il est important aussi de mettre en lumière ses contradictions, ses renoncements, ses incohérences, et surtout son incapacité à pouvoir gérer une ville comme Biarritz. Anna Escoura, vous arrivez troisième. C'est une surprise? Alors, déjà, il faut entendre le résultat des urnes. 70% des votants ont exprimé un souhait de renouvellement pour la prochaine mandature. Nous sommes la première liste citoyenne et participative de l'histoire de Biarritz. Arriver comme ça en troisième position, troisième force avec quasiment 18% des voix, on va dire, c'est un résultat qui honore le travail des équipes que l'on a mené depuis maintenant 1 an. Et il faut aussi s'en satisfaire, mais pas seulement. Il faut entendre qu'il y a 40% d'abstention. Et nous l'avons compris, nous devons aujourd'hui, sur les 3 jours de campagne qui nous restent, aller convaincre que nous sommes maintenant, désormais, l'union de rassemblement et la seule alternative crédible pour cette prochaine mandature, en tout cas pour tous ceux qui veulent une alternance. Sur votre score, en fait, vous faites le même score que Guy Laffitte en 2008? Un peu plus, Un peu plus. paraît-il. Qu'est-ce que ça vous identifie? Vous pensez que vous avez fait le plein des voix de gauche? Alors, moi, je ne m'identifie pas à Guy Laffitte parce que nous sommes une liste qui n'avons pas de soutien politique, contrairement à ce que beaucoup ont voulu caricaturer durant cette campagne. Il y a en réalité, moi je suis membre d'un parti, mais j'ai envie de vous dire c'est complètement anecdotique dans cette campagne, puisque les partis n'ont jamais interféré, que ce soit dans le lancement de la dynamique, que ce soit dans le choix des candidats. Et aujourd'hui, l'union que nous portons avec Guillaume Baruc est le reflet de cela. C'est-à-dire que la liste citoyenne et participative Berry a rejoint la liste citoyenne de Guillaume Baruc. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une candidature politique, c'est une candidature de rassemblement autour de compétences que je crois je n'ai pas besoin de défendre aujourd'hui, autour aussi d'un renouvellement, et je pense que nous répondons aussi à ce besoin, à ce désir que nous avons entendu chez les électeurs. Merci pour ce retour et ce premier tour de table autour des résultats de dimanche. Donc, dès dimanche soir, évidemment, les scores ont fait que les téléphones ont chauffé entre vous, les cinq candidats qualifiés, avec un début de semaine chargé en coulisses, bien sûr, et plusieurs scénarios sur la table, des rumeurs de fusion de certains, de divorce d'autres, bref. Pas un univers impitoyable, mais presque. Mais il a fallu attendre mardi en début d'après-midi pour avoir les compositions d'équipe au complet. Et finalement, donc, Maïdera Rostegui, vous partez seul, en tout cas avec la même équipe que vous aviez au premier tour.
On dit parfois que c'est mieux d'être seul que mal accompagné, mais est-ce un choix subi ou choisi? Non, c'est un choix, choisi, voilà. Hem, Nous avons décidé de ne faire alliance avec personne, donc nous ne sommes pas seuls. Nous repartons dans la même configuration qu'en 2020, dans lequel, au final, nous privilégions, la cohérence de notre équipe. Parce que faire alliance, ça veut dire que vous laissez beaucoup de compagnons de route sur le bord de la route et ça, c'est quelque chose qui m'est extrêmement douloureux. Vous devez également renoncer, à des, éléments de votre programme, qui sont, essentiels et ça, c'est quelque chose aussi, qui nous était, trop compliqué. Donc nous avons décidé, par souci de cohérence et de lisibilité vis-à-vis des électeurs, de repartir avec la même équipe complète, le même programme, avec quand même quelques, éclairages que nous ont donnés, les électeurs, notamment sur, ce qui s'est passé sur la plaine d'Aguilera, dans lequel ce projet qui avait été, largement plébiscité par, les électeurs en 2020 et qui, au fur et à mesure de sa réalisation et en particulier lorsque la réalisation finale a été proposée, a suscité, tellement de débats et de crises. Donc c'est un message que nous avons entendu des électeurs et même s'il ne faut absolument pas renoncer à produire du logement parce que nous avons trop de biarros qui tapent à la porte parce qu'ils ne sont pas logés ou mal logés, donc nous devrons maintenir de la construction de logements, mais nous sommes prêts à nous asseoir avec les futurs élus du conseil municipal, à revoir les emplacements, à revoir peut-être la densité, à répartir peut-être différemment. Mais nous avons aussi besoin de la construction de ces logements On va d'ailleurs parce qu'il suppose la vente des terrains et que la vente de ces terrains est l'élément principal qui va permettre de financer la rénovation des infrastructures sportives. on va d'ailleurs reparler évidemment de la plaine d'Aguilera et notamment après vos déclarations dans nos colonnes ce matin, de manière plus spécifique évidemment avec les deux candidates ici. Juste là, sur le début de semaine, Anaïs Koura, comment ça s'est passé entre le dimanche soir et le mardi, je ne sais plus, 14 ou 15 heures? Alors déjà, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un match annoncé de premier tour et je crois que le match, Journaliste, hein. c'est vrai, mais ça je vous reprends, le match qui nous a été annoncé pour le premier tour, je pense que n'est pas le même que la finale qui se joue au deuxième tour. Madame Arostegui a fait le plein de ses voix, donc elle a atteint un score qui est un score honorable de 26%. Aujourd'hui, elle a décidé ou subi de repartir seule, puisque je sais qu'elle a rencontré des candidats qui n'ont pas voulu s'allier à elle et à son projet, notamment en raison des revirements sur le projet Aguilera qui ont quand même jalonné tout le mandat passé. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que pour gagner en tout cas un Brennus, il faut jouer la finale. Ça n'a pas été le cas de M. Blanco. Moi, je l'ai rencontré, M. Blanco, donc pour répondre à votre question. Je l'ai rencontré parce que nous avions anticipé, évidemment, ce second tour en grand groupe, comme nous avons l'habitude de le faire. Et j'avais mandat, avec certains de mes colistiers, d'aller rencontrer toutes les têtes de liste et les équipes qui portent un projet de renouvellement pour la prochaine mandature. Donc, c'est ce que j'ai fait en responsabilité et en cohérence. Et j'ai donc rencontré Serge Blanco, le lendemain du premier tour. J'ai rencontré également Jean-Baptiste Sossois-Laral et j'ai rencontré Guillaume Baruc. Pour vous donner un peu plus de détails, je ne suis pas rentrée dans le fond des sujets avec Serge Blanco. Je pense aujourd'hui, avec le recul, puisque j'étais pour la première fois dans ce genre de négociations et moi je n'ai jamais été élue. Donc je peux vous dire que certaines séries de Canal+, en tout cas, n'ont rien à envier à ce qui se passe parfois dans certaines listes. Et ce que je peux vous dire, c'est que je pense que il y avait des logiques certainement claniques qui n'ont pas permis à Serge Blanco, même s'il le voulait peut-être, mais de se poser en homme de rassemblement, en tout cas le message qu'il portait autour de ma candidature, en tout cas mon équipe c'est Biarritz, et en tout cas ce que j'ai eu à voir c'est que ce n'était pas le cas, et je pense qu'il y a certainement d'autres forces derrière qui doivent aussi guider la candidature, et en tout cas qui n'ont pas permis de se positionner comme telle. En tout cas, dimanche, les électeurs vont devoir voter. Comment ils vont s'y retrouver et comment allez-vous les convaincre de voter pour vous? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une excellente nouvelle, comme quoi parfois tout peut se retourner en 48 heures, puisque ce que je viens de vous dire a permis et va permettre en tout cas aux électeurs, que ce soit les électeurs peut-être de Madame Arostegui, voilà, qui ne gagnera certainement pas, ceux de Monsieur Blanco, qui se rendent compte aujourd'hui que Monsieur Blanco ne sera pas en capacité de gérer des dossiers, de gérer une mairie, que la seule alternative
alternative en réalité crédible, sincère et éthique, c'est celle que je porte. C'est celle de rassemblement autour d'un projet qui est extrêmement cohérent, que nous avons débattu, puisque quand j'ai rencontré Guillaume Baruc, ce qui m'a beaucoup rassurée, je l'ai dit dès la conférence de presse, c'est que nous avons tout naturellement parlé projet, parlé priorités programmatiques, et nous n'avons jamais abordé les questions des places, des postes, des délégations. Je vous donne un exemple dans la liste de Serge Blanco qui a finalement absorbé une partie, c'est-à-dire 5 membres de la liste de Jean-Baptiste Soussois-Laralde. Voilà comment ça se représente aujourd'hui. C'est-à-dire que les électeurs de Jean-Baptiste Soussois-Laralde représentent 5% en réalité, comme s'ils avaient fait un score de 5% et non pas 13. Voilà. Donc on en passera ce qu'on en veut sur le respect des urnes et de l'électorat. Nous, chez nous, nous avons respecté à la proportionnelle une union classique dans le respect des électeurs aussi qui nous ont fait confiance, et nous avons une répartition cohérente. Justement, qu'est-ce qui a fait que vous avez été plutôt convaincu par l'alliance avec Guillaume Baruc, et qu'est-ce qui sans rentrer dans les détails des Bon, je combats vais pas qui n'a pas fonctionné avec Serge Blanco, qui était plutôt la première personne avec qui vous estimiez, penser pouvoir vous rallier? Alors, c'était pas la première personne avec qui j'estimais me rallier, parce que c'est vrai que je l'ai lu au micro. Donc, il y avait une interview où j'ai dit que, en fait, Serge Blanco est arrivé en tête de ce premier tour, donc avec 26%, au coude à coude avec Madame Arostegui. Et il se positionnait comme, en tout cas, le candidat avec une vocation, c'est le souhait qu'il avait émis, de rassembler autour de lui. Dès le début, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas le cas. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait des tergiversations, des revirements qui m'ont montré qu'il y avait une certaine opacité et une instabilité à l'intérieur de sa liste qui ne m'offrait pas, en tout cas, les garanties, quoi qu'il en soit, pour nous rallier à lui, même s'il l'avait voulu. Deuxièmement, nous avons rencontré Jean-Baptiste Sois-Laralde, et je dois le dire, qui, lui, dans le cadre d'une alliance qu'il m'a proposée avec M. Baruc, souhaitait avoir la première place devant moi, au mépris des urnes. Voilà. Maïder Arostegui, comment pensez-vous convaincre les Biarros de voter pour vous dimanche? Et ensuite, une réaction évidemment sur les alliances que vous avez observées de votre... Alors, rassemblement est un mot très à la mode. Tout le monde veut rassembler, bien évidemment. Bien souvent, ces rassemblements sont des empilements ou des espèces de grands sacs fourre-tout. Moi, j'estime que ce rassemblement, je l'ai déjà fait depuis 2020. C'était mon ADN. J'ai recommencé en 2026. Donc, nous avons aujourd'hui des hommes et des femmes qui viennent de tous les horizons politiques et sans étiquette et sans appartenance politique. Ce premier tour n'a pas été politisé volontairement de notre part. Nous n'avons fait venir aucun ténor national, contrairement à Madame Ashkoura, qui dit ne pas être politisée, mais qui a quand même invité Marine Tondelier, la patronne des Verts, les Verts qui sont à la tête de villes comme Bordeaux, Nantes ou Lyon, et dont on connaît les politiques. Moi, je n'ai pas souhaité faire venir de grands ténors de la droite. J'ai assumé mon appartenance politique, j'ai assumé les valeurs qui en découlent. J'ai assumé un désir de bonne gestion, de baisse de l'endettement, de non-augmentation des impôts, également une protection des Biarros au travers d'une politique sécuritaire qui coûte très cher, mais sur laquelle je m'étais engagée. Et c'est vrai que finalement, beaucoup de paroles dans d'autres listes, chez M. Dussopt-Laralde, dans lequel, lorsqu'on regardait son programme de campagne, on avait vraiment l'impression de vivre dans les bas-fonds d'une ville hyper dangereuse, peut-être de banlieue parisienne ou autre. Donc c'est vrai que ces caricatures, avec en face très peu de moyens, paraissaient assez ridicules. Serge Blanco, c'était un programme et un rassemblement un petit peu fourre-tout, dans lequel on retrouve Madame Martineau, qui a été une ex-égérie de la Manif pour tous, Brice Morin, qui était chez Hatchebaï. Donc c'est vrai que voilà, ce sont des rassemblements un peu grand fourre-tout, et donc je pense que les Biarros méritent autre chose que ce type d'alliance et d'avoir une continuité, ce qui est très important. Le renouveau, c'est très bien, mais on n'est pas dans l'industrie de la mode, et je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine continuité et stabilité dans les politiques. On ne peut pas changer constamment. Le temps politique est devenu de plus en plus long. Les projets demandent un mandat et demi à arriver. Il faut ce temps de la stabilité, de la continuité. Et quand je vois certains éléments saillants des programmes, je me dis qu'on aspire tous à s'occuper du quotidien des Biarros, des quartiers, de la culture, du sport. Dimanche soir, vous étiez prête à vous tourner vers des candidats arrivés derrière vous pour des alliances, et vous parliez de rassemblement. Vers qui pensiez-vous vous tourner?
Alors, je me suis tournée vers un candidat avec lequel j'ai souhaité travailler en amont. Avant même que Guillaume Baruc fasse sa propre liste, je l'ai invité à travailler avec moi. Ce souhait était partagé, mais il n'a pas pu se concrétiser. Guillaume a fait le choix de faire sa liste, ce que j'ai respecté, et tout naturellement, j'ai eu envie d'un dialogue républicain après ces résultats, qui a eu lieu. Donc on s'est parlé. On avait des points communs avec Guillaume, c'est-à-dire que tous les deux, nous souhaitions avoir l'investiture du parti Nouvelle Énergie, qui est le parti du maire de Cannes, David Lisnard, qui est une droite parfaitement assumée, et sur lequel voilà, nous partageons une vision commune. Et c'est vrai que le choix de Guillaume de partir avec une tête de liste, comme Anaël Koura, qui affirme de façon tout à fait claire et honnête, son appartenance à Europe Écologie Les Verts, m'a étonnée. Quant à monsieur Dussopt-Laralde, j'ai simplement envoyé une invitation à dialoguer. Cette invitation n'a même pas été répondue. Donc j'estime qu'il y a des pratiques qui ne se font pas. On peut très bien, dire: «Écoutez, je ne suis pas intéressé». Mais au moins engager un dialogue en disant: «Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous souhaitez?» Voilà, c'est vrai que ce rassemblement de la droite et du centre me paraissait être quelque chose de logique et de souhaitable. Il n'a pas pu se faire, et lorsqu'on voit effectivement les choix des différents candidats, ces choix interpellent. Et du coup, où sont vos réserves de voix pour ce Ils deuxième tour? sont chez les abstentionnistes, ils sont chez les biarros, dont beaucoup nous disent qu'ils se sont fait plaisir en votant pour leur héros, qui a pu être Serge Blanco, très grand joueur, gloire du passé, mais dont on a vu tout au fil de la campagne son incapacité à gérer la ville de Biarritz. Et donc aujourd'hui, je les appelle, je les enjoins à faire le vote de la raison et peut-être pas le vote du cœur, et à voter pour une stabilité dans la gestion de la ville, car aujourd'hui, nous avons cette expérience et cette stabilité à offrir aux Biarros. Et dans les scénarios des 2 listes que vous avez face à vous, et c'était des alliances que vous aviez imaginées ou qui vous ont surprise? Et du coup, vous avez 2 adversaires, que peut-être vous n'aviez pas imaginés? Alors, je n'avais que des adversaires, donc voilà, ça continue. Simplement, la dernière élection, donc qui était ma première élection en 2020, il n'y avait pas vraiment eu d'alliance. Donc moi, je restais quand même malgré tout une traumatisée de 2014, dans lequel les alliances qui avaient été réalisées par mon prédécesseur étaient déjà les germes de son échec. Et moi, je l'avais déjà dit, c'est quelque chose que je redis. Il faut toujours apprendre du passé, des erreurs du passé, s'allier à tout prix pour gagner, est quelque chose qui peut vous faire perdre pendant tout le mandat. Et c'est déjà très compliqué de gérer une ville comme Biarritz avec une équipe solide et unie, mais avec une équipe qui tire à hue et à dia un petit peu partout, avec des égos surdimensionnés comme on peut le voir chez monsieur Blanco. Je pense que ce serait 6 ans ou 7 ans de calamiteux. Et Biarritz ne peut pas se permettre de retrouver 6 à 7 ans de mandat calamiteux et de tous les scandales qu'on a pu voir, des décisions qui impactent le futur, comme la gestion du dossier de l'Hôtel du Palais, qui a été quand même une gestion assez calamiteuse, et comme beaucoup d'autres décisions qui ont eu un impact très négatif, comme le renoncement par exemple au parking de la Côte des Basques, dont on voit aujourd'hui que cet ouvrage est absolument indispensable pour un quartier dont la population a explosé à l'année et sur lequel nous n'avons aucune autre alternative, puisque j'en profite pour le dire aux électeurs, la loi ayant changé s'est endurcie, c'est peut-être une bonne chose. Aujourd'hui, il n'y aura plus de perspective de construire le moindre ouvrage de stationnement dans ce coin-là. Anaïs Koura, même question sur le profil des 2 listes que vous avez en face. Vous imaginiez ce scénario, avant dimanche dernier, et quel regard vous y portez, et est-ce qu'il a fallu que vous changiez de stratégie dans la manière d'aborder, ce 2e tour des élections? Alors déjà, je voudrais revenir, je pense que c'est important de le faire sur l'aspect politique de la candidature. Là, je viens d'entendre madame Arostegui qui, de nouveau, hein, sur la ligne qui est la sienne et surtout celle de ses soutiens et notamment de notre sénateur, qui est de politiser à outrance cette élection municipale, alors que tout le monde sait, les observateurs, que les élections municipales sont les élections les moins politiques au sens partisan du terme que l'on puisse connaître. Il y a un Dans enjeu. les villes, hein, les grandes villes, c'est un peu. Les grandes villes, mais en tout cas des villes de notre taille, s'il y a un enjeu humain qui est très important, un enjeu de compétences majeures évidemment, et il faut aussi arriver du coup à ce que les électeurs fassent confiance à la personne, à la figure du maire, des adjoints et de la liste en présence. Me concernant, parce qu'il faut aussi le rappeler, Marine Tondelier est venue parce qu'elle est venue sur un sujet en tant qu'experte. Nous avions organisé dans le cadre de notre programme
nous avons une mesure en fait, que nous portons qui a été plébiscitée déjà par les Biarros, qui s'appelle le Parlement de la mer. C'est comment on arrive à mettre autour d'une table les citoyens, les experts de l'environnement, les élus, les associations pour protéger l'océan et ses écosystèmes. C'est une réunion publique que nous avons organisée qui a réuni plus de 150 personnes qui sont venues nous soutenir, qui nous ont plébiscité, des surfeurs, des nageurs, des scientifiques, enfin, et j'en passe. Et Marine Tondelier est venue dans ce cadre-là uniquement. Moi, je n'ai pas demandé de soutien à un parti politique parce que nous sommes surtout référencés sur le site de Fréquence Commune. Elle est quand Et même le- plutôt allée vous qui est- voir à vous comme Maïda Arostegui, quoi. Bah, évidemment, elle a une tête de liste qui quand même milite dans son parti, mais je ne suis pas aujourd'hui une candidate en fait qui va faire de la politisation à la mairie à outrance. Ce n'est pas une candidature idéologique. J'ai entendu ce matin Madame Arostegui dire d'ailleurs qu'elle allait politiser le second tour, demander des soutiens au maire de Cannes. Donc la droitisation ou la politisation à outrance, c'est pas ici que ça se passe, c'est ailleurs. Voilà. Et donc je tenais déjà à le dire parce que c'est important. C'est important, cette campagne a été extrêmement violente, donc moi je suis là, je participe au débat. Nous avions, avec ma liste, proposé la signature d'une charte de courtoisie démocratique parce qu'il était urgent de relever le débat. Donc nous ne répondons pas aux attaques, mais les attaques sont là. Elles sont aussi l'objet d'un clan. Qui n'est pas peut-être le même que celui de M. Blanco, mais nous avons fait les frais, mais nous ne répondons pas à ça. Mais je tiens quand même à rappeler ceci, c'est que cette candidature est une candidature citoyenne. Nous n'avons pas de membres encartés, ce sont des Biarrottes, des Biarros qui travaillent. Moi, je suis avocate, j'avais mon cabinet rue Laralde. M. Baruch est médecin, nous côtoyons des Biarros. Nous savons ce que c'est de travailler, de vivre à Biarritz, de circuler. Et c'est dans ce sens-là que nous portons cette candidature-là. Même question que Véronique a posée à Madame Arostegui. Vos réserves de voix, puisque si on est sur des mathématiques, il en manque un peu si vous voulez être maire. Où est-ce que vous allez chercher les électeurs? Alors notre proposition de rassemblement, que je crois extrêmement cohérente, je dois répondre aussi sur la cohérence, c'est-à-dire que Guillaume Baruch s'est pas sorti du chapeau. Guillaume et moi, on se connaît, j'ai été sa colistière en 2020, j'avais accepté de rejoindre Guillaume et son équipe en 2020, donc je veux dire, il y a quand même une forme d'union, on va dire, de mariage naturel là-dedans. C'est pas, on s'est pas rencontrés mardi ou lundi ou mardi quand on s'est vu. On se connaît, on connaît nos valeurs respectives, on sait qu'on peut travailler ensemble. D'ailleurs, quand on a parlé projet, on a parlé de nos priorités respectives et on s'est rendu compte très rapidement que, en fait, ce qui manquait peut-être à notre programme et réciproquement pouvait se compléter. C'était absolument formidable. Et c'est sur ça qu'on est parti. Et quand je vous ai dit qu'on n'a pas parlé ni de poste ni de distribution, c'est parce que ça comptait peu. Nous, ce qui comptait, c'est le projet. Sur les chiffres, en fait, l'alliance entre nos deux listes, mathématiquement, on arrive à 30%. Aujourd'hui, donc Madame Arostegui est à 26, Monsieur Blanco et Monsieur Dussossois donc arrivent à 39 si mes calculs sont bons. Mais vous savez aussi bien que moi qu'en politique, les calculs mathématiques ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que 1 plus 1 ne va pas forcément faire 2, 1 plus 1 peut faire 3 ou 4. Nous, notre réserve de voix, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans plusieurs endroits. Déjà, il y a 40% d'abstentionnistes. Donc notre travail, c'est d'aller les convaincre, en tout cas, s'il y avait encore des indécis, que la crédibilité, l'éthique, parce que nous avons déjà signé une charte en fait de gouvernance et un pacte de gouvernance éthique, puisque nous portions ça dans notre ADN et nous l'avons rendu visible aussi le soir de notre conférence de presse. Nous avons aussi travaillé hier et aujourd'hui les principales délégations que nous allons présenter ce soir dans le cadre du meeting, donc qui a lieu à 18h30 au Casino. Et donc ce que je vous dis, c'est qu'en fait les 1000 voix que nous devons aller chercher, c'est convaincre les abstentionnistes et bien entendu, maintenant que nous voyons ce qui se passe, accueillir tous les votes des grands déçus de chez M. Blanco, peut-être de chez Mme Arostegui, parce qu'on a bien compris que la finale du premier tour, ce n'était pas celle qui en fait se joue au deuxième tour, et que l'alternative entre M. Blanco et Agnès Koura, elle se joue ici, et c'est nous qui allons porter cette crédibilité pour gouverner la prochaine mandature. Merci. Alors, penchons-nous sur dimanche soir et la proclamation des résultats que vous ferez, Madame Arostegui, quoi qu'il arrive. Quelle sera je vous laisse la parole, quelle sera la première mesure que vous allez prendre de votre programme? Qu'est-ce que vous allez lancer immédiatement dès que vous connaissez le résultat? Et si c'est le vôtre, évidemment, je poserai la même question à Madame Escoura en suivant. Alors, vous savez que les actions qui traduisent la politique d'une équipe, ou en tout cas d'un maire entrant,
c'est les orientations budgétaires. Comment est-ce qu'on va ventiler l'ensemble des actions? Et donc ma première action, et parce qu'il faudra le faire assez vite, l'État ne nous donne que jusqu'au 30 avril pour voter le budget de la ville. Et donc dans un premier temps, ça sera bien évidemment de proposer au Biarro une clarification, enfin comment est-ce que j'ai construit ma politique du quotidien et des grands investissements. Donc la préparation des orientations budgétaires sera le premier grand travail sur lequel nous allons travailler avec les nouveaux élus, puisque nous avons un renouvellement assez important avec des personnes qui n'ont jamais été élues, issues de ce qu'on appelle la société civile, et dans lequel voilà, il sera important de les accompagner, puisque les élus n'ont pas vocation à être juste des bénis oui-oui derrière un maire quel qu'il soit. Et donc c'est important justement de préparer ces nouveaux élus à comprendre les rouages de quelque chose dont on ne parle jamais, mais qui est l'administration. Et l'administration, que ce soit dans une mairie, et c'est ce qu'on apprend lorsqu'on est un nouveau maire, que ce soit dans une mairie ou dans une quelconque collectivité, a un pouvoir très important. Et donc il est important de connaître le fonctionnement de l'administration pour pouvoir voilà, faire que ces idées soient bien appliquées. Et ensuite, bien sûr, le vote du budget, avec une ventilation qui respectera le programme que j'ai présenté, c'est-à-dire le chantier du quotidien, avec bien sûr un plan école à 14 millions d'euros, qui comprendra aussi le centre de loisirs, avec la rénovation des trottoirs et des voiries, qui sera beaucoup plus important que ce qui a été fait dans le passé, avec la mise en place des grands chantiers urbains, notamment dans le quartier Saint-Martin, le grand chantier qui va commencer de rénovation urbaine entre le connecteur et entre l'église Saint-Martin. Et puis bien évidemment, tous les chantiers de fond que sont le logement, l'assainissement qui continuera avec l'agglo, et bien évidemment aussi la préparation de tous les grands temps culturels de l'année, et des réunions avec le BO Omnisport pour pouvoir mettre en place nos engagements de campagne qui sont la rénovation des infrastructures et la création de nouvelles infrastructures. Quel serait le point saillant dans ces orientations budgétaires? C'est l'équilibre, c'est de faire des choix en fonction des recettes que nous avons, et c'est de se préparer également aussi à une année 2027, puisque très rapidement, dès la rentrée, dès le mois de septembre 26, il faudra travailler sur le budget 2027, avec, on le sait, un contexte international qui va être extrêmement défavorable, qui va peser sur les finances de l'État et donc qui va peser sur les finances locales. Et donc il faut très vite anticiper, se préparer à certainement une baisse des recettes, et quelles vont être les grandes priorités sur lesquelles nous allons pouvoir travailler, puisque nous avons aussi des urgences. Nous avons des travaux qui n'ont pas pu se faire, qui ont été suspendus, comme celui de la piscine municipale, dans lequel nous avons découvert des infiltrations de la terrasse et des piliers qui ont été extrêmement abîmés. Ces travaux-là vont nécessiter un réajustement budgétaire très important. L'église Sainte-Eugénie également, qui est en grande difficulté parce qu'elle menace de s'effondrer sur les ouvrages qui sont juste en dessous. Et sur la même zone géographique également, les piliers du Port-Vieux sur lequel des études sont en train d'être réalisées. Donc, nous devrons gérer entre les priorités, les urgences, et ensuite les priorités du quotidien, avec une projection qui, malheureusement, je le crains, va être extrêmement difficile, mais nous devons nous y préparer. Alain Escoura, même question. Si vous êtes élu dimanche soir, vos premières mesures, en tout cas vos priorités? Alors, nous avions déjà travaillé sur des mesures, on va dire, principales qui allaient être lancées dans les 100 premiers jours. La première mesure très symbolique, ça va être, Madame Arostegui parlait d'effectivement plusieurs conseils municipaux qui sont réglementés, c'est-à-dire dans des délais assez courts. Le premier, nous souhaitons le délocaliser dans un grand lieu public, notamment pour pouvoir accueillir l'ensemble des Biarrotes et des Biarros qui voudront y assister, déjà d'une part, et ça sera, je pense, nécessaire. Après, notamment, on va dire les conseils municipaux évacués que nous avons vécus, ça sera une mesure symbolique très forte. Ensuite, nous lancerons un audit des finances publiques, du coup indépendant, un audit à la mairie, parce qu'on a vu du coup le budget de fonctionnement de la mairie qui a, et je dois le dire, explosé entre le début du mandat et la fin du mandat, puisqu'on est passé de 45 millions d'euros par an à 60 millions d'euros par an, donc un budget de fonctionnement qui a explosé. Nous devrons aussi du coup faire un moratoire sur les dépenses de fonctionnement, sur les recrutements, pour comprendre comment du coup équilibrer et arrêter cette dérive budgétaire. Donc ça sera déjà des mesures très fortes qui devront être prises de manière rapide dès notre élection. Ensuite, sur les priorités,
On l'a toujours dit, il y a celle du logement et nous lancerons un plan urgence logement. Nous avons déjà identifié des biens, des parcelles qui sont à l'échelle de la commune de Biarritz portées aujourd'hui par l'établissement public foncier et dans lesquels nous allons pouvoir enclencher en réalité des opérations de production de logements de manière rapide. Donc ça sera en priorité, et j'ai eu le temps de m'en expliquer ce matin, mais c'est important de le redire, nous souhaitons évidemment utiliser l'existant en favorisant la densification douce d'une part pour produire les logements que les Biarros sont en droit d'attendre. Nous avons parlé de 1000 logements sur le mandat, ça avait pu interpeller, certains des observateurs avaient trouvé ça important. Oui, d'autant qu'il y a peu de foncier. Alors justement, je vais vous répondre. Ça fait beaucoup d'étages à monter. Vous allez voir, en réalité, le plan local de l'habitat de l'agglomération Pays Basque a fixé sa feuille de route pour 2021-2026 pour la commune de Biarritz à la production et la livraison de 130 logements par an. Sur un mandat qui va certainement durer 7 ans en raison des présidentielles, en réalité, vous faites le calcul, on est à 142 du coup avec les 1000 logements. Nous sommes peu ou prou dans cet objectif que nous a fixé du coup l'agglomération Pays Basque et qui a d'ailleurs été signé par Madame Arostegui. Voilà, elle s'est positionnée là-dessus, donc c'est quelque chose qui est tout à fait cohérent. Sur la capacité dont nous disposons pour justement atteindre cet objectif. Il y a plusieurs façons d'atteindre cet objectif. Ne croyez pas, et je veux le dire, que nous allons construire des grands ensembles immobiliers partout bétonisés. Bien au contraire, notre projet, il est de désimperméabiliser, d'aller vers une zéro artificialisation et de la conserver. Vous connaissez ma sensibilité pour l'environnement, donc la production de logements, elle peut se faire de différentes manières grâce à des leviers en réalité juridiques qui existent. Ça veut dire utiliser l'existant. La mairie a préempté des maisons, donc on peut produire du logement très rapidement en concertation avec les riverains et de manière extrêmement apaisée, comme ça s'est fait au lac Marion. Il y a un projet qui est en train de sortir. Ça peut se faire aussi en accompagnant, et ça c'est important de le dire, les propriétaires qui aujourd'hui n'ont pas les moyens d'atteindre les objectifs du coup énergétiques qui sont fixés notamment dans le cadre des DPE avec des diagnostics de performance énergétique qui sont exigeants, qui vont l'être encore plus à partir de 2030. Et nous voulons, nous, à l'échelle de la commune, accompagner ces propriétaires. On a environ estimé à 300 logements qui pourraient être remis sur le marché des logements permanents si nous nous engageons, notamment via des garanties d'emprunt, à aider ces propriétaires à réhabiliter ces logements. Ensuite, nous pourrons, et nous avons déjà planché dessus, proposer très certainement une garantie des loyers impayés qui permettra aussi de rassurer les propriétaires pour leur permettre, avec ces avantages-là, à les inciter à remettre des logements sur le parc de logements à l'année. Ensuite, il y a d'autres outils, notamment le fait d'étendre la servitude de résidence principale qui aujourd'hui couvre simplement la moitié de la ville. L'idée, c'est de le faire couvrir l'intégralité de la ville. Et enfin, de mettre réellement à disposition de la commune les leviers qui sont aujourd'hui celui de la préfecture et de permettre à la commune des contrôles, notamment sur les résidences en fait qui sont déclarées en résidence principale de manière frauduleuse. Nous travaillons notamment avec notre député ici, nos députés même du Pays Basque, qui sont sur ce sujet de manière accrue et qui travaillent vraiment sans relâche sur cette thématique-là et qui ont déjà identifié plus de 1000 logements qui sont déclarés aujourd'hui en résidence principale alors qu'ils ne devraient pas l'être, pour éviter notamment la règle de la compensation, qui interdit du coup de sortir un logement du parc de logement à l'année si on n'en remet pas un en contrepartie sur le marché. Et donc on se retrouve avec des cardiologues qui ont 3 enfants qui vivent à Lyon et qui sont domiciliés en résidence principale à Biarritz dans un studio. Et ça, je vous le dis, si on met des contrôles et des véritables moyens là-dessus, nous aurons la capacité de remettre ces logements-là sur le marché pour les Biarros, comme cela doit être. Bien. Merci, c'est très détaillé. Maïder Arostegui, vous êtes aux affaires, donc vous savez la différence entre le souhaitable et le réalisable, on va dire. Il y a beaucoup de propositions qui semblent vertueuses de Madame Escoura. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est des choses que vous avez aussi imaginées ou vous avez une position radicalement différente sur la politique du logement en général? Et on va parler évidemment d'Aguilera en particulier. Alors moi, je voudrais d'abord revenir sur l'équilibre des comptes, parce qu'un certain nombre d'inexactitudes ont été dites par Madame Escoura. Le budget de fonctionnement de la ville n'a absolument pas explosé. Nous avons mutualisé les services, notamment avec ceux du CCAS. Nous sommes aujourd'hui, en termes de frais de personnel, à 50,8%
de l'ensemble du budget de la ville, le budget de fonctionnement, pardon, les villes de même strate sont à peu près à 60%. C'est dire si nous sommes dans une zone qui est extrêmement vertueuse. Il faut savoir quand même que l'État se décharge de plus en plus sur les collectivités, et notamment sur la rémunération des agents de l'État, que ce soit sur l'augmentation du point d'indice, que ce soit sur la retraite des fonctionnaires. Et nous avons dû absorber des augmentations exogènes qui ont pesé pour 3,5 millions d'euros depuis le début du mandat. Pour le reste, nous avons été extrêmement vertueux, même parfois un peu trop, et certains services, je dois le dire, aujourd'hui, manquent cruellement de personnel parce que nous avons gelé les embauches à plusieurs reprises et que demain, pour tenir les engagements que nous avons pris devant les Biarros, notamment des engagements de propreté dans lesquels nous souhaitons avoir plus d'agents, ces services-là ont été décapités par le passé. Également, on parle de contrôle. C'est très bien de faire des contrôles, mais les contrôles supposent que vous embauchiez, que vous ayez des agents. Et C'est tout pas, cela, et c'est pas la communauté d'agglomération? non, c'est pas forcément la communauté d'agglomération qui elle-même est dans une situation financière pour le moins délicate. Donc aujourd'hui, comme l'ensemble des collectivités, il nous faut faire des choix. Et aujourd'hui, promettre des embauches, c'est peut-être très intéressant, mais aujourd'hui, nous n'en avons plus les moyens. Donc aujourd'hui, il faut faire ses choix et ses priorités. Je voudrais dire que sur la partie logement, j'ai entendu beaucoup de choses. Moi, je suis émerveillée parce que pouvoir produire du logement sur des toutes petites parcelles, vous avez un petit pavillon et vous dites que vous n'allez pas densifier, mais que vous allez produire du logement tout en désimperméabilisant, moi, je ne sais pas faire. Et donc, je pense que Madame Escoura a certainement une baguette magique, tout certainement comme Monsieur Blanco qui promettait également la même chose, qui promettait des logements sur Aguilera ou des logements un petit peu partout, y compris sur des terrains qui sont des terrains privés ou qui ne sont pas constructibles. Donc, il y a quand même toujours un principe de réalité. Et ce que je voudrais dire également, c'est que dans le cadre d'une bonne gestion, faire peser sur le citoyen des sommes qui consisteraient à garantir des loyers, des impayés sur des locataires impécunieux ou indélicats, je pense que voilà, ça n'est pas une bonne utilisation de l'argent public. Et c'est là où justement, même si on ne doit pas politiser le débat, on se rend bien compte que certaines familles politiques ou certaines personnes ont l'argent du contribuable facile. Moi, au contraire, j'ai eu à cœur de désendetter la ville, de ne pas augmenter les impôts. Et ça suppose justement que chaque euro soit dirigé de façon extrêmement précise sur des besoins précis. Donc, également sur la question du logement, il faut savoir que ce temps du logement est extrêmement long et que tous les projets aujourd'hui, tous les projets de construction, je ne parle pas de réhabilitation, malheureusement, sont attaqués par des recours. Et donc, évidemment, produire 130 logements qui permettraient de répondre aux besoins des Biarros, là-dessus, il y a un point de convergence qui est total. D'ailleurs, nous avons signé le contrat de mixité sociale avec l'État qui nous engage et sur lequel l'État essaye de nous accompagner pour accélérer les recours et faire que nous puissions produire ce logement. Mais c'est extrêmement difficile. Quant à la chasse aux faux résidents principaux, bien évidemment, c'est quelque chose que nous avons commencé à mettre en place, avec lequel Madame la sous-préfète en charge du logement nous accompagne. Mais c'est extrêmement compliqué. Je voudrais dire quand même que cette mesure sur la compensation a été une mesure nécessaire parce qu'elle était en train d'assécher complètement le marché du logement sur la ville de Biarritz. Cependant, nous allons proposer quand même pour les Biarros modestes qui avaient un logement en location saisonnière et qui en faisaient un petit complément de retraite, nous allons permettre à ces Biarros-là de pouvoir avoir un logement en résidence secondaire ouvert à la location saisonnière et également aux Biarros qui ont un bien de famille et qu'ils ne peuvent plus garder parce que les droits de succession sont trop importants ou l'entretien du logement aujourd'hui est impossible au vu par exemple des charges de copropriété qui, lorsqu'il y a des travaux, sont beaucoup trop importantes. Donc nous proposons dans notre programme une clause de revoyure avec la communauté d'agglomération pour qu'au moins chaque Biarros puisse avoir un logement qu'il mettra en location saisonnière de façon à ne pas être trop pénalisé ni dans son budget au vu du coût de la vie, ni même dans la possibilité de perdre un logement de famille. Alors, on a bien compris qu'il y a des points de différence et même de divergence entre vos programmes autour de ça. Anna Escoura, alors je ne sais pas si vous avez la baguette magique, puis on va pas faire que des réponses aux réponses, mais simplement parlons aussi d'Aguilera, puisque donc Maider Arostegui a
a dit qu'elle allait qu'elle était prête en tout cas à faire évoluer le projet. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que ça va dans le bon sens ou pas? Alors sur le projet Aguilera, je ne commenterai pas le projet présenté par Madame Arostegui parce que je ne serais incapable de vous dire quel est le dernier en date. Ce projet-là a énormément évolué, il y a eu beaucoup de revirements, donc je ne sais pas exactement duquel il s'agit. Je vais vous parler de ma position et de celle que l'on porte aujourd'hui de manière commune avec la liste du coup Biarritz Nouvelle Vague aujourd'hui. Nous nous étions positionnés, c'était la même chose d'ailleurs pour Guillaume Baruc, sur une sanctuarisation du plateau sportif d'Aguilera pour lui garantir sa vocation sportive. Je tiens d'ailleurs à dire que ça a été peu, en tout cas, relayé ou peu compris, mais il faut comprendre que l'ensemble des terrains sportifs de rugby avaient changé de zonage, ce qui leur aurait permis, dans un temps futur, d'être rendus constructibles par une simple décision du conseil municipal. Donc ça veut dire que vous imaginez le terrain d'honneur, vous imaginez que dans quelques années, on aurait pu, en fonction de la municipalité, la nouvelle municipalité, construire un immeuble sans difficulté là-dessus. Donc ça, c'est une première chose, c'est sanctuarisation du plateau sportif Aguilera. Nous avons entendu aussi des besoins évidents de rénovation des équipements sportifs qui ne sont pas aujourd'hui au niveau de notre sport professionnel, mais aussi du sport amateur. C'est-à-dire que nous comptons à Biarritz plus de 14 000 licenciés, plus de 60 associations sportives amateurs, et nous leur devons, mais que ce soit à Aguilera ou sur l'ensemble de la commune, nous leur devons des équipements de qualité. Donc ça, nous nous engageons à rénover dans un plan pluriannuel ces équipements sportifs. Sur le logement, ce logement-là, c'est pas parce qu'on ne fait pas du logement sur les terrains sportifs d'Aguilera qu'on ne va pas faire de logement. On a identifié aux abords notamment du rail à l'ail déjà d'une part, qui est déjà artificialisé, vous l'avez bien compris. Il y a eu des préemptions, impasse Laribo notamment. Nous avons une capacité ici de produire des petits collectifs qui vont à peu près nous permettre de créer 150 logements à cet endroit-là, dans le quartier d'Aguilera, parce qu'Aguilera, ce n'est pas qu'un terrain et une vocation sportive, c'est aussi un quartier. Et nous avons déjà identifié les zones, les endroits où nous allons pouvoir très certainement produire du logement, je l'espère, dès notre élection. Donc voilà pour le plateau sportif d'Aguilera. Et je rajouterai qu'il y avait une bonne chose, je pense, très dernièrement, c'est nous devons répondre à le besoin de création d'une piscine. Et donc ça a été porté notamment par Guillaume Baruc sur la création d'un bassin nordique de 50 mètres, puisqu'on l'a compris, la piscine municipale ne pourra pas rouvrir. Moi, j'avais rencontré les associations, notamment le sauvetage côtier, les associations de surf, Marbella Surf Club. Tous les nageurs, les surfeurs, les baigneurs ont besoin d'un équipement, en tout cas de qualité, que nous serons en capacité de porter à l'échelle communautaire, dans le cadre d'un plan piscine, parce qu'il faudra évidemment le financer. Et cette piscine-là, ce bassin nordique-là de 50 mètres, pourra se faire à Aguilera. Alors, la discussion que nous avons eue, notamment avec Guillaume, et nous avons fait travailler notamment les compétences et les experts que nous avons chez nous, sur l'impact environnemental. Parce que moi, j'avais un biais sur quel est l'impact environnemental d'une piscine qui est ouverte et qui potentiellement pourrait être amenée à un moment donné à être chauffée. Eh bien, il s'est avéré que, d'un point de vue global d'impact environnemental, l'impact est plus fort quand on a une piscine fermée parce qu'il faut déshumidifier, il faut assécher l'air, donc l'impact est beaucoup plus fort dans une piscine fermée que dans un bassin comme ça nordique ouvert. Donc nous sommes tombés d'accord là-dessus. Cette piscine-là répondra à un besoin qui est très grand et voilà ce à quoi nous nous engageons dès notre élection. Maïder Arostegui, sur Aguilera, vous avez dit avant le premier tour, c'est plié, le coup est parti. Et là, vous êtes prête à une revoyure. Alors le coup est parti, effectivement. Le coup est parti. Les recours ont tout gelé. Donc on verra lorsque les recours, on ne peut rien faire tant que la justice n'a pas donné sa décision définitive. Mais je suis prête, une fois que nous recevrons ces résultats, à nous mettre, comme je vous l'ai dit, autour de la table avec les élus du conseil municipal et à revoir l'emplacement des logements et la densité. Ce que je voudrais dire, c'est que nous travaillons avec l'ensemble des associations sportives de la ville de Biarritz et qu'elles nous disent qu'elles n'ont jamais été aussi loin avec un maire que depuis que nous sommes là. Nous avons signé, pas plus tard qu'il y a une semaine, un bail amphithéotique avec le Biarritz Sauvetage Côtier pour leur station nautique qu'ils appellent de leur vœu depuis plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Donc le bail est signé.
Nous financerons à hauteur de 1 million d'euros les travaux, ça c'est dans le cadre du CIASIM. Et bien évidemment, nous nous sommes engagés avec eux, nous avons travaillé ce projet, que ce soit avec l'Omnisport piscine, enfin natation, et le Biarritz Sauvetage Côtier, pour qu'il y ait enfin un ouvrage à leur disposition et qui est le bassin nordique de 50 mètres avec 8 couloirs. Je voudrais dire quand même attention, on ne peut pas dire que la piscine ne va pas réouvrir, elle va réouvrir plus tardivement que ce Quand? qui était prévu. C'est la Il y aura question. certainement, je pense, 1 an et demi, puisque vous savez que là encore, les procédures d'appel d'offres, etc., sont extrêmement longues, que nous devons faire un diagnostic un petit peu plus précis, puisqu'il y a 2 choses. Il y a l'étanchéité de la terrasse et il y a l'ensemble des poteaux. Donc je pense qu'on ne verra pas un travaux avant le début de l'année de 27, mais que les Biarros se rassurent. La piscine municipale de Biarritz réouvrira bien et les travaux seront bien menés de façon urgente. Ça fera partie des premières priorités. De même, nous parlons de l'Omnisport. Nous avons déjà travaillé avec eux puisque nous avons déjà produit un terrain de paddle, enfin deux terrains de paddle. Les travaux sont déjà engagés avec l'USB, donc c'est une réalité. On en avait toujours parlé, jamais ça n'avait été concrétisé. Également, l'entretien du Rayalaï et un projet de rénovation qui est en cours, pour lequel nous avons travaillé aussi en transfrontalier avec la Navarre, un projet POCTEFA. Et nous avons également travaillé sur les prémices d'un centre de formation sur le terrain Benderle. Et en plus, nous avons donc rénové le terrain Laribo, dont je dois dire qu'il y a une confusion. Beaucoup disent que ces terrains ont été rendus constructibles. Non, il y a ce qu'on appelle une OAP, donc orientation d'aménagement paysagère, qui s'impose au-dessus du PLU et qui sanctuarise le terrain, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas construire tant qu'il y a cette OAP. Par contre, si vous voulez agrandir le stade, vous devez effectivement rendre constructible la possibilité de faire un ouvrage sportif. Donc ça, c'est important. Si demain, il doit y avoir, porté par le privé ou en collaboration public-privé, une tribune supplémentaire ou en tout cas un agrandissement ou un autre ouvrage à cet endroit-là. Très bien, on va conclure. Je vous voyais Oui, être d'accord non, juste parce que c'est faux. sur le point de le dernier C'est faux. point. Ça a changé le zonage et c'est faux. Le zonage aujourd'hui fait que ces terrains ont été rendus constructibles et le seul sport qui a été visé, je vous le dis aussi, que les électrices et les électeurs l'entendent, c'est le rugby. Donc moi, je préfère pas le rugby à autre chose, mais qu'on le sache, voilà, les terrains de rugby ont été rendus constructibles. Point. Pardon, c'est absolument faux. Il y a eu une OAP et donc cette OAP, justement, gèle et sanctuarise et elle vient au-dessus du PLU et donc elle empêche toute construction. Bien. On ne vous mettra pas d'accord et on vérifiera avec Véronique toutes ces Oui. déclarations. On verra les Le éléments. temps passe et nous arrivons au terme de ce débat sur les enjeux du second tour des élections municipales à Biarritz. Merci aux 2 candidates d'avoir joué le jeu et nous regrettons toujours l'absence de Serge Blanco. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans les colonnes de Sud-Ouest sur sudouest.fr et sur TVPI pour retrouver ce débat et suivre cette fin de campagne passionnante jusqu'au résultat de dimanche.